Parler d'un sujet brûlant et très intéressant qui est le sujet des entrées de ville, le renouveau des entrées de ville et des ZAC, logement et commerce quand la mixité urbaine reprend la main. Les zones commerciales souvent situées en entrée de ville subissent aujourd'hui plusieurs défis, on le sait, économiques. Comment est-ce qu'on se renouvelle? Comment est-ce qu'on se redynamise alors qu'elles sont touchées de plein fouet par une évolution des usages? Environnementales, bien sûr aussi, parce qu'elles sont très artificialisées, donc on parle d'îlots de chaleur importants. Sans compter qu'elle symbolise aujourd'hui, aux yeux encore de beaucoup, cette France moche. Voilà, on parle souvent de France moche, faite de succession de boîtes à chaussures, d'hangars commerciaux et de ronds-points. On n'oublie pas les ronds-points. Témoignage d'un ancien temps qui semble aujourd'hui révolu. Il nous faut désormais les voir autrement. Dans un contexte de crise du logement et de sobriété foncière, repenser la ville et comment elle se construit est une nécessité, tandis que la mixité urbaine reprend ses droits. Les zones d'entrée de ville et les ZAC constituent-elles une réelle opportunité pour le logement et pour créer des quartiers vivants et dynamiques? Je vous rappelle que le 29 mars 2024, le ministre du Logement, d'ailleurs il y en a eu quelques-uns, nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, visitait la zone commerciale Avignon Sud, dans le Vaucluse, une très belle ville, que ceux qui me connaissent savent que j'ai à cœur. Parmi les lauréates de l'appel à manifestation d'intérêt du programme expérimental lancé peu de temps avant sur le sujet. 2 vagues de lauréats permettant d'accompagner 89 projets avec une enveloppe de 32 millions d'euros avaient été annoncés, même si tous les crédits n'ont pas encore été consommés, précisait-on encore récemment de sources ministérielles à l'AFP. Des projets lauréats prévoyant la création de plus de 10 000 logements, la requalification de plus de 200 commerces et la renaturation de près de 240 000 m². Sur le terrain, on ne va pas se mentir, quelques voix dissonantes se sont quand même fait entendre, notamment sur la complexité de tels projets. Comment avancer? Quelles sont les difficultés, mais surtout les leviers de réussite? Pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir Paul-Roger Gontard, adjoint délégué au développement territorial et urbain et aux grands projets de la ville d'Avignon. Vous pouvez l'applaudir. Je vous en prie, installez-vous. Costa Castrinidis, directeur des prêts, Banque des Territoires. Et je suis ravie également d'accueillir Christophe Rodriguez, directeur général de l'IFPEB, l'Institut français de la performance énergétique des bâtiments. Je vous trouve un peu mou sur les applaudissements là. Il faut. Allez-y. Ah, merci. Quand même. Alors, je le disais, un sujet quand même brûlant. Et évidemment, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi s'intéresser à ces entrées de ville? On l'a évoqué un petit peu, mais bon, peut-être revenir, Monsieur Rodriguez, vous avez peut-être déjà présenter rapidement l'IFPEB et nous dire un peu pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet finalement. Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. L'IFPEB, c'est un think tank qui travaille avec une coalition d'acteurs de l'immobilier et la construction à l'accélération de la transition environnementale. Alors effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi nous sommes-nous intéressés au sujet des entrées de ville? Déjà, ça part d'un constat. Nous, on travaille très fort sur les sujets de décarbonation à l'IFPEB. Et il y a un chiffre qui nous turlupine un peu, c'est l'évolution de la consommation d'énergie du secteur de l'habitat depuis 1990. Je vous note dans le mille, la consommation globale au niveau national depuis 1990 stagne. Alors c'est toujours un peu perturbant de donner cette information parce que quand même un peu l'impression qu'on se donne du mal. D'ailleurs, on serait presque tenté de se dire, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire depuis 1990? La réponse, elle est assez simple, c'est qu'on a construit plein de trucs. On avait 600 millions de mètres carrés de tertiaire, on en a 1 milliard à présent. Puis le nombre de résidences principales a augmenté de à peu près 38% depuis 1990. C'est le fameux étalement urbain. Et donc, en fait, une équation importante à résoudre, on a fini par comprendre qu'on ne réussira pas l'objectif de zéro émission nette, l'objectif zen, si on ne réussit pas l'objectif de zéro artificialisation nette. En fait, concrètement, on passe énormément de temps à faire de l'étalement urbain et à construire des nouveaux bâtiments. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment on pourrait donner envie aux acteurs privés et publics de passer un peu plus de temps à s'occuper du déjà là, à s'occuper du parc existant. On sent qu'il y a quand même un vrai changement de paradigme. Vous me disiez aussi, quand on a préparé cette conférence, il faut réussir à pivoter de je ne sais pas faire autrement que prendre du foncier pour construire à je pose un regard neuf sur le bâtiment existant et j'espère y voir un gisement. Oui, c'est clair. Dire qu'il faut s'occuper du déjà là et que 85%, 80, 95, ça augmente, j'ai l'impression, au fur et à mesure, des bâtiments sont déjà là. En fait, aujourd'hui, on en parle depuis longtemps, mais en fait, là, il se trouve qu'il y a un peu une loi de Murphy qui fait qu'on est un peu condamné à s'y intéresser, à
s'en occuper. Du coup, à l'IFPEB, vous l'avez compris, nous, on essaye de créer le désir de s'intéresser à l'existant et donc de faire émerger des modèles économiques. Ce n'est pas un gros mot. Il faut que chacun y trouve un intérêt et que les modèles tournent. Et donc, on a mené une étude assez importante pour mieux comprendre les différents gisements de bâtis ou de fonciers sous-occupés, sous-utilisés. On a regardé les logements vacants, qui est un sujet crucial au niveau territorial, les bureaux, le bon vieux coup des bureaux vacants, bureaux vides, puis on a aussi regardé le sujet des entrées de ville, des zones commerciales. Et donc on a deux enseignements à partager. Le premier, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Il faut qu'on arrête de se dire qu'un nouveau logement, c'est forcément un logement neuf. Et à l'inverse, il ne faut pas opposer les modèles. On voit qu'au fur et à mesure, il faudra qu'on apprenne à se dire on peut créer du logement en faisant du logement neuf comme on l'a toujours fait, mais aussi en allant chercher... Il faut arrêter d'opposer les... Ouais, il faut arrêter d'opposer parce qu'on aime bien faire ça, voilà, ça fait du buzz, etc. Mais en fait, dans la vraie vie, on est en train d'accompagner une transition, donc il faut qu'on l'accepte. Et donc, on a étudié les différents gisements et on s'est rendu compte que les entrées de ville, ça c'est le deuxième message, c'était peut-être le gisement le plus prometteur. Je vous donne quelques chiffres clés. On parle de 80 000 hectares. C'est à peu près 7 à 8 fois la ville de Paris. De foncier qui, pour la plupart du temps, assez artificialisé. Deuxième chiffre clé, 80% des entrées de ville, elles ont été rattrapées par la ville. Vous regardez une vue satellite, la ville elle déborde. Bah ouais, la plupart des entrées de ville, voilà, on peut imaginer des nouvelles centralités urbaines en travaillant ces entrées de ville. Et puis peut-être le dernier chiffre clé, une zone commerciale sur 3 est en zone tendue. D'accord ? Donc il y a vraiment un terrain de jeu à explorer et ça vaut la peine de se donner du temps pour créer le désir de passer du temps sur le déjà là. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Castrilidis, je me tourne également vers vous, parce qu'on garde ce témoignage du maire pour le dernier, justement, mais votre vision aussi, pourquoi la Banque des Territoires s'est intéressée aussi à ce sujet-là? Pour les mêmes raisons? Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet qui est pour nous central dans le contexte actuel du fait des exigences de sobriété foncière. Mais au-delà, il y a une conviction, je pense aujourd'hui partagée, sur la nécessité de faire émerger une nouvelle forme d'urbanisme, ce qu'on appelle au sein du groupe Caisse des dépôts un urbanisme de la transformation qui soit focusé sur la transformation des actifs existants. Et on s'est assez rapidement intéressé à deux potentiels principaux, la question de l'immobilier tertiaire et de la transformation des bureaux en logement d'une part, et puis la question des entrées de ville qui effectivement constitue aujourd'hui un gisement à très fort potentiel. Au sein du groupe, il y a une étude qui a été lancée par ICAD et l'ACET, que je vous invite d'ailleurs tous à consulter, qui est une étude très bien faite, très bien documentée, qui effectivement confirme le chiffre de 80 000 hectares aujourd'hui, donc 3 800 zones commerciales d'entrée de ville, 80 000 hectares et un potentiel final à 20 ans d'environ 1,6 million de nouveaux logements produits, tout en renaturant une partie de ces zones et en créant de la mixité d'usage et de la mixité fonctionnelle. Donc il y a un potentiel très fort. Et il y a un appétit aussi des citoyens. Je pense qu'on y reviendra sur l'appréhension aussi par les exécutifs locaux de ces questions, qui est un sujet évidemment central à l'aune des municipales à venir. Mais l'étude qu'on a lancée avec make.org dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, Olivier Sichel le rappelait ce matin, c'est un programme qu'on soutient au même titre qu'on soutient le renouvellement urbain dans les quartiers et les petites villes de demain, montre qu'il y a un appétit de nos concitoyens pour transformer les entrées de ville. Alors, pas nécessairement les transformer en supprimant tout commerce d'ailleurs, mais les transformer en assumant le fait qu'il y ait plus d'espaces verts, en assumant le fait qu'il y ait plus de logements et qu'il y ait finalement une mixité fonctionnelle et une capacité à faciliter les déplacements aussi, notamment avec l'enjeu des transports qui est central. Donc pour nous, c'est un sujet assez évident, même s'il est complexe, et on essaye de l'adresser par différentes solutions. On en parlera. Alors évidemment, je me tourne vers vous, Monsieur Gontard. Avignon, donc, est une ville quand même, voilà, un noyau, vraiment, un hub un peu entre toutes les régions qu'il y a autour. En même temps, une grande capacité de se développer et plein de périphéries et d'entrées de ville. Et justement, ce sujet des entrées de ville, comment vous êtes arrivé là-dessus? De quand date cette réflexion finalement pour Avignon? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Je ne sais pas si on vous entend bien. Non? Peut-être. Nous avons une trajectoire avignonnaise en fait, qui s'inscrit avec un nouveau PLU qui a été adopté en 2023. Mais vous savez très bien que pour faire un PLU,
il faut quelques années. Donc en réalité, c'est une trajectoire qui, depuis 2016, considère que la consommation foncière qui a été à l'ordre du jour des générations précédentes avait suffi et qu'il était indispensable, pas pour une vue de l'esprit, mais par nécessité de territoire, d'en arrêter le cycle qui s'était imprimé d'année en année. Pour une raison très simple, c'est que la trajectoire climatique dans laquelle nous sommes a des incidences pour le bien vivre dans la ville. Pour ce qui est d'Avignon, cela signifie une trajectoire avec en 2050-2100 plus 4 degrés, non plus une semaine de canicule par an, mais un mois de canicule par an, avec des phénomènes de précipitation qui vont se concentrer dans le temps et beaucoup plus violents, et donc une infrastructure de captation des eaux de pluie qui ne peut pas être simplement des tuyaux en dessous du macadam, mais avoir une vraie stratégie de captation de ces eaux de pluie à ciel ouvert par des espaces désimperméabilisés. Donc cela signifie pour notre PLU qui a été adopté, pour la première fois, et le maire de Bourg-en-Bresse le disait tout à l'heure, restituer des zones qui étaient à urbaniser et de les rendre désormais naturelles ou agricoles. Ce qui veut dire que le futur d'un territoire en développement comme Avignon ne peut se faire quasiment que sur la ville qui est déjà là, et donc une reconstruction de la ville sur elle-même. Mais au-delà de ça, comment se portaient ces entrées de ville Alors, il y a justement dans la trajectoire de reconstruction de la ville sur elle-même des périmètres qui sont plus dynamiques que d'autres. Et il se trouve que nous sommes aujourd'hui à Avignon, une des villes avec la plus grande concentration de zones commerciales d'Europe. On a Plan de Campagne qui n'est pas très loin, mais Avignon a aussi de grands dispositifs de première périphérie qui se sont installés. Et donc on a effectivement sur l'entrée sud, une zone qu'on appelle Castelette, qui a vécu... On a une image, je vais montrer. Merci pour... Parce qu'on parle un peu de géographie et puis j'aime tellement ma ville que je veux vous la montrer. On ne voit pas les photos les plus... Mais vous n'aurez pas la vue du Palais des Papes, mais un morceau de ville qui en reste quand même très intéressant. Mais pour revenir sur le diagnostic, donc une zone Cristol-Castelette construite dans les années 70-80 et qui souffre de ce que notre société a fabriqué, c'est-à-dire ces petits objets que nous avons tous dans nos poches et qui nous servent aujourd'hui à acheter. Le commerce digital et numérique, pour se donner des ordres de grandeur, en 8 ans est passé de 70 milliards d'euros à 170 milliards d'euros. Voyant bien que cette économie n'est plus une économie de proximité, mais une économie digitalisée de la livraison, forcément, vous observez que dans ces zones commerciales, il y a moins de consommation. Et donc, on a aujourd'hui de la vacance qui commence à arriver, qui reste modeste, mais dans une trajectoire qui pourrait s'accélérer. Et comme gouverner, c'est prévoir, il est indispensable d'envisager le coup d'après, de ne pas subir en réalité une désaffection et le risque d'avoir dans notre territoire la fabrication d'une friche commerciale. En plus, on voit que c'est aussi un territoire qui est très dynamique finalement, avec autour beaucoup d'industries, agroparcs, des choses qui se redynamisent aussi. Oui, une entrée de ville qui est en réalité plurielle aujourd'hui, mais dont le périmètre particulier qui a été lauréate est vraiment de la zone commerciale. C'est-à-dire que cette zone commerciale est aujourd'hui comme une rotule urbaine entre des périmètres qui sont adjacents et qui sont en remobilisation. On a une zone effectivement d'activité qui est agroparc, une zone d'innovation et un cluster d'entreprises du numérique et de l'agroalimentaire. On a une zone de requalification urbaine, c'est-à-dire ces périmètres qui sont aujourd'hui en reconstruction parce que c'était un habitat collectif dégradé et sur lequel il faut intervenir massivement. Donc là, c'est le quartier de Saint-Chamond qui, lui, se trouve à l'ouest du périmètre dont on parle. Et puis, on a, et vous le voyez dans la carte qui vous est affichée, une zone au sud, qui est notre ceinture verte, un poumon vert de la ville, qu'il faut préserver et qui désormais ne peut plus faire l'objet d'urbanisation. Et enfin, un petit périmètre qui est une ZAC de fabrication de logements qui touche et qui est adjacente à cette zone de requalification d'entrée de ville. Donc il faut produire dans cet espace qui est aujourd'hui en souffrance, en réalité un nouveau morceau de ville pour demain, en multipliant les fonctionnalités plus que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. C'est important d'ailleurs cette question de la multiplication des fonctionnalités parce que justement pendant très longtemps on s'est dit là je mets le commerce, là je mets j'allais dire des noms de marques, bon, après on n'est pas à la télévision on pourrait dire là je mets Auchan, là je mets Cap Sud, là je mets trucs et que finalement aujourd'hui on ne peut plus penser comme ça. Non, c'était raisonné par pixels. Et vous voyez avec l'évolution de vos téléviseurs aussi, quand vous avez un pixel mort, ça gâche toute l'image. L'enjeu désormais, c'est d'arriver à avoir sur chaque fraction de ville une diversité de couleurs qui permettent, même s'il y a un élément qui est en difficulté, de ne pas obérer ce morceau de ville. Et il est nécessaire aujourd'hui, comme dans tout corps, d'avoir une plurifonctionnalité de chaque élément. C'est la condition de survie et d'épanouissement d'une dynamique de ville. Faire ville et non pas simplement faire morceau de ville. Mais alors, du coup, si on rentre concrètement dans l'objet du programme qui a été annoncé, pour vous, ça consiste en quoi alors ?
On avait une idée initiale qui était de faire du logement dans la composition de ce territoire. Et c'est là où l'intelligence collective elle est utile, parce que dans la démarche que nous avons eue de sélectionner un opérateur qui nous accompagne, d'assistance à maîtrise d'ouvrage urbaine, qui a été sélectionné l'année dernière et qui depuis travaille avec les acteurs économiques de cet espace, on a bien vu que fabriquer du logement n'était peut-être pas la première des solutions. Sans doute faut-il conserver et massifier l'activité économique, mais la diversifier. Ne pas se contenter de faire simplement du commerce. Probablement adresser du service. Là où aujourd'hui on en a insuffisamment. On a des enjeux sanitaires et sociaux avec le vieillissement de la population qui peuvent trouver des réponses là. Et puis on a le divertissement qui désormais est un levier d'attractivité et de dynamique de territoire qui peut trouver sa place d'une certaine façon dans ces espaces. Et le logement viendra s'y ajouter, mais en complémentarité de ce qui a été proposé. Et en couture aussi avec tout ce qui existe déjà autour. C'est ça finalement. C'est qu'on raccroche avec aussi ce qu'il y a autour. C'est d'arriver à créer des porosités, des liaisons. Et ces liaisons, elles doivent être fonctionnelles, elles doivent être des trames écologiques, parce qu'il est prédominant aussi pour nous de donner un maillage territorial qui permette des trajectoires pour chaque espèce vivante aussi, et puis de densifier. Aujourd'hui, la densité au mètre carré moyen pour cette zone-là est de 22%, alors que déjà dans des zones commerciales, on va dire, de notre périphérie, on peut atteindre 27% à Montpellier, et puis quand on remontera à Lyon, ça peut être 40%. Donc on sent qu'au titre de l'épaississement urbain dont on parlait tout à l'heure, on a déjà une capacité constructive qui est existante, mais cette capacité constructive, elle doit être vers la diversification. Donc un potentiel qui est imperméabilisé, dont on pourra désimperméabiliser une partie. Un potentiel constructif dont on pourra multiplier les fonctionnalités, et une possibilité de moderniser le bâti vers plus de soutenabilité écologique, parce qu'on a le décret tertiaire qui nous court un peu après, mais c'est aussi une obligation vis-à-vis des générations futures, de dire on vous livrera un habitat, une ville qui sera adaptée aux défis de demain, mais elle se construit aujourd'hui. Forcément, et on va rentrer dans la deuxième partie justement de notre débat, on voit que c'est intéressant, on voit que c'est important, mais en même temps c'est difficile. Et finalement, est-ce que être lauréat de ce programme national vous aide? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et puis, quelles sont les difficultés concrètes de terrain sur lesquelles on va débattre ensuite? Ça nous aide à avoir mis tout le monde autour de la table. Le fait d'avoir été lauréat, ça a créé un focus sur, non pas Avignon, parce que tout le monde connaît Avignon et tout le monde a envie d'y venir. Je vous recommande un certain festival qui va ouvrir dans quelques semaines dans notre territoire, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Mais pour être très concret, cela nous a permis de fabriquer ces ateliers de partage avec tous les acteurs et opérateurs du périmètre, que ce soit public et parapublic, mais aussi de mettre les occupants, des beaux commerciaux, certains propriétaires, des foncières, et de leur dire nous devons, et c'est ça quelque part aussi la République, avoir une communauté d'intérêts dans un projet partagé. On parlait tout à l'heure de la question de l'intérêt général. Ce n'est pas l'addition des intérêts particuliers, c'est la convergence de ces intérêts dans quelque chose qui nous dépassera et nous transcendera tous. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne dans la transition énergétique, qui nous transcende nous, mais qui aussi doit avoir le regard tourné vers la génération d'après. Et l'avantage d'avoir été lauréat, c'est d'abord et avant tout cette possibilité de mettre tout le monde autour de la table. Ensuite, c'est de créer une forme d'acculturation aux besoins de l'autre. Nous n'avons pas aujourd'hui les capacités financières, comme celles d'hier pour les acteurs et collectivités territoriales, d'acheter tous les terrains et de faire ce que bon nous semble. Donc il faut avoir ce souci du partage de la difficulté et de l'opinion et de l'objectif de l'autre pour faire système, que chacun y trouve son intérêt. Donc cette phase d'acculturation, elle est en cours, mais pour moi ça a été plutôt une bonne surprise, sans doute parce qu'on est dans une phase de tension et de crise qui oblige chacun à se réinterroger et à se remettre en question, mais une certaine ouverture d'esprit de chacun des acteurs publics et parapublics qui étaient autour de la table. Voilà à quoi ça a pu servir. Et donc, il y a quand même une difficulté qu'il faut soulever, c'est la difficulté du financement aussi de telles opérations. Pour vous, justement, Monsieur Rodriguez, vous avez aussi réfléchi un peu à ça. Quelles sont les grandes difficultés que vous avez pu soulever? Oui, il y en a plusieurs, donc on va quand même être synthétique. Ouais. Peut-être un truc très simple. Comment on fait tourner les bilans? C'est quand même la question première. Tout à fait, tout à fait. Bah, effectivement, si on arrive à débloquer les bilans, forcément, on va créer un peu plus de désir pour les acteurs économiques de s'emparer du sujet. Donc il y a peut-être trois freins qu'on a pu identifier, qu'on peut partager. Le premier, on s'est permis de l'appeler le deuil de la valeur.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut quand même avoir une forme de lucidité sur des tendances, par exemple de vacances, des risques de basculement, vous l'avez évoqué, de potentiel friche commerciale. On sait qu'au niveau national, il y a à peu près 7-8% de vacances sur les zones commerciales. Donc on a des zones commerciales qui sont un peu en difficulté, qui sont plus la préférence collective en fait, qui attirent moins en fait. Donc il y a un sujet de réinventer ces espaces-là et ça commence par une forme de deuil. Au niveau politique, vous l'avez cité tout à l'heure, et puis aussi au niveau des acteurs économiques, c'est-à-dire ne pas se dire ça va revenir comme avant, ça va revenir comme avant. Au bout d'un moment, il y a un signal qui est donné. Il faut peut-être se donner du mal pour essayer de réinventer une zone. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième, c'est créer de la valeur. Et sur ces projets-là, on se rend bien compte que même si c'est des projets pluriels où évidemment on va créer des nouvelles centralités urbaines, la création de logements neufs est assez centrale dans la création de valeur. Et là, c'est à nouveau un frein. On a essayé de regarder à peu près les ordres de grandeur de coûts de vente de logements neufs qui permettent de faire basculer les modèles. On se rend compte qu'au-dessus de 4 000 €, les projets commencent à se déboucler, mais 4 000 €, c'est quand même assez élevé. On a à peine 15% des zones commerciales où on va avoir une valeur de marché qui est à ce niveau-là. Par contre, à partir de 2 500 €, ça vaut la peine de regarder parce qu'il peut y avoir des logiques de densification qui permettent d'absorber les coûts, dont la charge foncière. 2 500 €, c'est un peu plus bas. Une zone commerciale sur deux présente à peu près cette valeur-là. Et là, on va parler de densification, donc il y a une concertation à avoir. C'est quoi le niveau de densité qu'on va avoir et qu'est-ce qui va être acceptable en fait pour les citoyens. Puis le dernier paramètre que je voulais partager, c'est le portage des coûts de développement et le délai. On parle de projets, parfois avec des tailles restreintes, mais souvent assez importants. On va être sur 8 ans, 9 ans, 10 ans de développement. Donc il y a un sujet crucial qui est comment on diminue, on compresse au maximum ces temps de développement. Et puis qui paye ? Qui porte toute cette réflexion, toutes ces concertations, toutes ces réflexions. Et là, je salue à nouveau les problèmes d'accompagnement qui ont été cités, qui sont essentiels pour mettre une polarité sur ces thématiques et puis donner envie aux gens de se mettre autour de la table et de discuter. Encore une fois, il y a aussi évidemment un sujet de simplification pour aller plus vite pour développer ces projets-là. Oui, parce que ça reste quand même très complexe. Évidemment, par le financement, je me tourne vers vous, Monsieur Kestridis. Comment vous accompagnez aussi les collectivités justement sur ces questions-là ? Oui, alors je rejoins ce qui a été dit. Finalement, c'est un peu comme les grands quartiers de bureaux. La question des entrées de ville, c'est finalement les nouvelles grandes opérations d'aménagement urbain qui demandent à la fois de faire un travail public-privé exigeant pour mobiliser les différents propriétaires présents et les aligner sur une même vision d'avenir. Donc il y a un travail préalable qui est extrêmement important à mener avant de s'engager concrètement dans les phases opérationnelles. Ce travail transverse, collectif, qu'il est important de mener, il réinterroge le rôle de l'aménageur, il réinterroge la question du promoteur et, in fine, de l'exploitant. Pour trouver un équilibre économique sur le moyen terme dans des opérations aussi complexes, c'est vrai que la question du temps de portage, et notamment du fait aujourd'hui des réglementations actuelles, fait que 10 ans, 15 ans ou 20 ans de maturité pour pouvoir envisager une issue concrète, opérationnelle, c'est trop long. C'est trop long pour les citoyens qui sont en attente de voir les choses évoluer, mais c'est trop long parce que le coût économique du portage peut être un frein extrêmement important. Donc l'approche qui a été retenue au niveau de la Banque des Territoires, du groupe Caisse des Dépôts, c'est de pouvoir apporter finalement des solutions à chaque étape du projet. Ça peut être des travaux d'ingénierie en amont pour pouvoir conseiller les acteurs et les accompagner dans cette concertation et dans le design initial des projets. C'est également de pouvoir investir dans des sociétés de portage dédiées. Société de portage dédiée, comme on l'a fait notamment avec la foncière Fray, dans le cadre de la société qu'on a créée qui s'appelle Repenser la ville, où on va rester finalement présent dès la phase amont et on va également rester présent dans les phases d'exploitation pour apporter acteur, en fait, qui puisse justement pallier être présent du début de la chaîne jusqu'à la phase d'exploitation. Et c'est là probablement une des difficultés de ce modèle, qui est encore un modèle émergent, c'est que ça réinterroge les positionnements des acteurs et ça implique d'avoir une forme de tiers de confiance en quelque sorte, qui est capable d'assumer une part de risque dès le début du projet et d'être présent une fois que l'exploitation va être réalisée. Et j'aimerais également souligner et rebondir sur la question du logement, et notamment dans le contexte qu'on connaît actuel d'une demande extrêmement forte de logement social et de logement abordable. Je le disais tout à l'heure, 1,6 million
de logements en potentiel gisement dans ces 3800 zones d'entrée commerciale, il serait criminel de ne pas embarquer le logement social et le logement abordable dans la production de logements. Mais ce faisant, vu que les équilibres économiques sont plus tendus, ça vient encore complexifier l'équation globale à adresser. Et c'est là où on intervient aussi en tant que financeur du logement social et du logement abordable. On a à la fois ouvert nos prêts dits Gaïa, qui sont des prêts dédiés au portage foncier de court et de moyen terme, pour pouvoir les ouvrir, y compris à des acteurs privés, dès lors qu'ils sont associés avec des acteurs du monde HLM. Donc cette alliance publique-privée, on va la soutenir par ces outils de financement de moyen terme et de long terme pour assurer du portage, pour financer la production de logements, pour financer aussi la renaturation. Et on est en train de mettre en marché un produit qui s'appelle Transfo Plus, qui est un produit qui permettra à tous les bailleurs sociaux qui vont produire du logement en transformant des actifs, entrée de ville et immobilier tertiaire, de bénéficier d'un équivalent subvention de 5 à 10 000 euros par logement. Et ça, c'est vraiment une préoccupation très forte pour nous, qui est d'aider à équilibrer les opérations dans leur vision macro, mais aussi d'un point de vue unitaire sur le logement qui sera produit demain. Et c'est pour nous les conditions du succès de ces opérations d'urbanisme de la transformation, du financement patient, un accompagnement de l'amont à l'aval et un sujet autour des durée de portage et de la nécessité de réussir à raccourcir ce temps de portage qui nous semble être presque plus important que les débats sur les subventions publiques qui sont évidemment nécessaires. Mais si on arrive à accélérer ces opérations, on réussira finalement à améliorer le modèle économique. Mais alors justement, forcément, je me retourne vers vous qui êtes élu. On se pose des objectifs quand même pour ce type de projet. Mais en fait, vous êtes élu pour 6 ans avec potentiellement d'autres mandats derrière, je vous l'espère. L'année prochaine, voilà, on a un an des municipales. Ce projet, on est dans le dur. On est dans le dur. Vous posez des objectifs. Comment est-ce que vous envisagez aussi ce côté-là? Est-ce que ça va pouvoir aller sur le temps long? C'est la problématique de fond, ça aussi. Moi, je porte la conviction que la collégialité et le partage permet la durabilité des projets. Donc, au plus on associe des acteurs d'un territoire qui trouvent intérêt à l'opération, au plus on s'assure que celle-ci pourra, parce qu'elle rencontre un besoin, forcément s'inscrire dans le temps long. Ensuite, il est nécessaire, quand on lance une intention, de pouvoir faire des préfigurations le plus vite possible. Pour ce qui concerne cette rénovation d'entrée de ville, c'est sur les espaces publics que la puissance publique puisse très tôt adresser des messages de « il se passe quelque chose là ». Pour une raison simple, on a des opérateurs privés qui peuvent aussi s'interroger, justement comme vous venez de le faire, sur la capacité de l'acteur public à être un, décisif et deux, à être durable. Là, nous avons fait le choix, par exemple pour Avignon, de déployer sur l'échelle de la ville et donc d'arriver dans ce territoire un réseau de chaleur et de froid urbain qui permettra de garantir une énergie décarbonée, et ça dans une trajectoire de temps qui forcément ne s'inscrit pas sur un mandat mais sur plusieurs, mais avec une DSP qui s'inscrit de 39 ans et qui dit déjà à ces opérateurs, demain, vous aurez dans les enjeux de confort d'été un moyen de climatiser vos espaces en répondant évidemment aux décrets tertiaires, mais probablement en se préparant aux réformes à venir qui rendent obligatoire et qui rendront obligatoire une soutenabilité architecturale de vos projets. Donc, c'est un moyen pour nous de dire nous sommes des opérateurs fiables du temps long sans être nécessairement dans de l'acquisition foncière. Alors, on pourra le faire avec des sociétés dédiées et mixtes de partenaires publics-privés. J'ai bien pris note de ce qui a été dit, mais néanmoins, il faut que l'on sache aujourd'hui... Il faut arriver aussi à répondre à l'urgence, parce qu'il peut y avoir là des... Donc, préfigurer, c'est important. Avoir des interlocuteurs privés qui sont prêts à être dans l'action, et c'est nous sur ce périmètre, avec Auchan et sa foncière, un besoin qu'ils ont d'être dans l'actif et non pas simplement dans le bilan et la contemplation, et de s'assurer avec eux d'avoir, nous sur l'espace privé, public et eux sur certains espaces privés, des opérations qui dans les années qui viennent seront d'ores et déjà visibles. Donc pour nous c'est dès fin 2026, et donc c'est des travaux qui démarreront l'année prochaine, formellement des transformations avec de la débitumation, des implantations et des renaturations.
Et puis dans un temps de 3 à 5 ans, des mutations d'espaces qui sont aujourd'hui bâtis vers de nouveaux espaces bâtis. Alors, il nous reste quelques minutes. Peut-être pour terminer, j'ai envie de faire un dernier tour de table aussi. Finalement, est-ce qu'on peut être optimiste pour ce genre de projet? Est-ce que ça peut fonctionner? Enfin, c'est ce qu'on a dit un petit peu, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aux élus pour leur dire, allez-y, ça peut le faire? Ouais, Et aux professionnels d'ailleurs. On parle toujours du public-privé. Ouais, et puis d'ailleurs, ça a été un peu la colonne vertébrale de nos échanges. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un travail d'équipe et qui sera décisif. Moi, si j'avais 3 recommandations à faire, la première, c'est que quand on regarde le secteur de l'immobilier, que je connais un peu plus que les autres, on finit par perdre le sens et le récit collectif de toutes ces réglementations. On a ZAN, ZEN, la RE 2020, etc. Et je crois que c'est important de prendre du recul et de se dire, en tout cas c'est une conviction qu'on a à l'IFPEB, qu'on réussira la transition environnementale si on débloque les modèles économiques du déjà là. Ça doit vraiment être une obsession, c'est-à-dire que si on arrive à créer du désir et de l'appétit pour les différents acteurs à s'intéresser au déjà là, sur un malentendu, on réussira la transition environnementale. En même temps, ils ont une telle difficulté économique en ce moment qu'ils sont un peu au pied du mur. Ils sont obligés de Ouais, c'est vrai que là, on est aidé par le destin quand même. Mais en tout cas, ça, c'est peut-être la première recommandation que j'ai, c'est ça doit être notre obsession. Si on arrive à débloquer ces modèles, sur un malentendu, quand on rénove, par exemple, quand on réinvestit un logement vacant, sur un malentendu, on éradique les énergies fossiles. Quand on transforme une zone commerciale, sur un malentendu, il y a des panneaux solaires sur les toits des bâtiments qu'on a construits. Donc ça doit être notre obsession, c'est notre première recommandation. La deuxième, c'est évaluer les gisements. On a beaucoup parlé du nombre de logements qu'on veut construire, et tout le monde a les chiffres en tête. On veut 300 000, plus, moins, plus, ça dépend de qui les raconte. On a un peu plus de mal à se raconter le nombre de logements vacants qu'on veut réinvestir, le nombre de bureaux qu'on veut transformer, le nombre de zones commerciales, quel est le potentiel de création de logements. Là, on a eu un chiffre qui a été donné. Ça se joue au niveau territorial. Ce serait super qu'on l'ait de tête, tout comme on a de tête le nombre de logements neufs qu'on veut faire. On a un peu plus de mal à se raconter le nombre de bâtis ou fonciers sous-occupés, sous-utilisés qu'on aimerait. Et donc ça arrive à ma troisième recommandation, ça a été dit, gouverner c'est prévoir. Si on connaît le gisement, on pourrait presque le planifier, avoir un plan et changer finalement des discours, le dire on a besoin de construire des logements neufs, on a besoin de créer une offre de logements et elle s'articule avec des logements neufs et du réinvestissement de bâtis et de fonciers sous-occupés. C'est peut-être ça la transition qu'il faut qu'on arrive à accompagner. Ça commence par évaluer les gisements et se faire un plan. Et bien sûr aussi, il y a une problématique quand même, on l'a un peu évoqué, mais de complexité administrative aussi à lever dans ce type de projet. Monsieur Castridis, peut-être vos conseils. Moi, je suis très positif sur ce sujet, même si, évidemment, il y a une grande hétérogénéité et on ne peut pas faire de généralité. Chaque projet sur chaque territoire a une complexité qui lui est propre. Mais ce qu'on voit, c'est une vraie mise en mouvement des acteurs. Il y a une aspiration citoyenne qui s'exprime. On le perçoit à quelques mois des municipales. Et c'est vrai que dans l'étude lancée par ICAD et l'ACET et par la Banque des territoires sur le volet citoyen avec make.org, on retrouve cette question comme étant un sujet de préoccupation à l'aune des municipales. Donc la question des entrées de ville fait partie du débat citoyen aujourd'hui. On a les grands noms de la grande distribution, quand même eux qui en partie possèdent le foncier, qui se mettent également en mouvement et dans un certain nombre de territoires, on voit un modèle économique marchand qui peut se développer, qui fonctionne, qui tient la route avec des enjeux de péréquation. Donc c'est vrai qu'il faut mixer le local projet par projet, mais parfois le fait de pouvoir raisonner en péréquation entre les usages, le logement, le commerce, la nature, mais également en péréquation entre des projets qui vont être favorables en termes de rentabilité, d'autres qui ne le seront moins. Ça pose cette question de l'échelle à laquelle on travaille et je pense que la prise de conscience est grande et que si on arrive à avoir un cadre réglementaire qui nous facilite le travail, notamment à travers soit des zones ORT, soit des programmes dédiés ou peut-être demain un permis facilité multisite, ce sont des choses qui vont envoyer un signal sans être extrêmement coûteux en termes de finances publiques, mais qui permettront de concrétiser le diagnostic qui me semble aujourd'hui bien partagé pour les acteurs. Et nous, évidemment, notre rôle du côté du groupe, que ce soit ICAD, CDC Habitat, la Banque des Territoires, l'ACET, on sera là à chaque phase de ces projets pour pouvoir les accompagner. Monsieur Gontard, quels conseils vous donneriez à des élus qui vont se lancer et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement ?
De conseils, ça serait peut-être être prétentieux, mais en tout cas de retour d'expérience, c'est que ça fonctionne de mettre les gens dans le dialogue et dans l'échange. Vous posiez la question, est-ce qu'on peut être optimiste? Je pense sincèrement que le type de débat que l'on a aujourd'hui est la démonstration qu'il y a un alignement des planètes. Alors, probablement que la situation de crise additionnée nous oblige à nous poser ces questions, mais c'est souvent dans la crise qu'on est les plus innovants. Donc on peut être optimiste parce que nécessité faisant loi, il va falloir qu'on trouve de nouveaux modèles et de nouvelles façons de fabriquer des villes, pas parce que ça nous fait plaisir de construire, mais parce qu'on s'adresse à des gens qui vont devoir y vivre et y vivre confortablement. Et donc c'est la deuxième raison pour laquelle il faut être optimiste, parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, quand on est dans l'acte de bâtir, on s'adresse, et je l'ai dit à plusieurs reprises, aux générations qui suivent. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire quand elles auront nos âges et qu'elles se retourneront vers nous en nous demandant, en nous interrogeant, mais vous saviez tout ça? Pourquoi vous n'avez pas fait ce qui devait être fait en temps utile? C'est la grande différence avec les générations qui nous ont précédés de décideurs. Aujourd'hui, nous avons l'information et nous avons encore le temps de réagir pour créer un cadre de vie, une espérance de vie qui soit à la hauteur de ce que l'on veut transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité moderne, on va dire, la génération qui suit peut se trouver dans des conditions d'existence plus défavorables que la génération qui a précédé. Ce n'est pas un héritage que l'on doit aujourd'hui aggraver pour ceux qui vont arriver derrière nous. Au contraire, faisons dès maintenant ce qui est notre obligation, créons les conditions pour que leur existence à eux soit au moins aussi bonne, si ce n'est meilleure, que celle que nous avons vécue. Voilà aujourd'hui l'obligation d'optimisme que nous avons, je pense. Merci beaucoup. Et on voit que c'est une obligation qui dépasse voilà, tout clivage, enfin, voilà, ça te concerne tous. Et ce qu'on redisait aussi ce matin, c'est de l'intérêt général dont on parle ici. Merci beaucoup, messieurs. Je vais prendre peut-être, avant que vous ne fuyiez, peut-être une question rapide éventuelle. Je ne sais pas, peut-être que vous n'en avez pas. Nous avons déjà entendu les ventres qui gargouillaient. Ouais, alors non, mais il y a encore une conférence. Hein, attention, hein, on a encore quelqu'un. Merci en tout cas, messieurs, vous pouvez les applaudir.